Bonjour aux membres de la jury. Je m'appelle Ozan Riyad et mon binôme s'appelle Salem Saleh. Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter notre application utilisée pour la conception et la réalisation d'une application web basée sur WebRTC, communiquant à travers un serveur Turn. À partir du titre, on distingue deux mots-clés, WebRTC et Turn, qui sont les diminutifs de Web Real-Time Communication et Turn pour Traversal Using Relay Around NAT. D'une autre manière, le protocole WebRTC permet de construire une application de vidéoconférence peer-to-peer via ses API qui sont définis en langage JavaScript. Puisque le WebRTC permet la communication peer-to-peer, c'est-à-dire directement, un lien direct, alors c'est quoi le rôle de serveur Turn? Bien que la communication peer-to-peer avec WebRTC est faisable si on est dans le même réseau local, puisqu'il n'y a pas de NAT avec le pare-feu qui bloque et ne laisse pas passer le flux tel que le NAT symétrique. Puisque dans la majorité des cas, la visioconférence, puisque dans la majorité des cas, la visioconférence se fait avec des utilisateurs qui se situent dans des réseaux différents, alors on va tomber dans le cas du blocage de NAT. De ce fait-là, on utilise le serveur Turn comme un serveur de relais pour notre flux, c'est-à-dire audio et vidéo. C'est-à-dire il va jouer le rôle d'un serveur intermédiaire pour la communication entre les deux pairs. Pour l'instant, nous avons juste parlé de la partie liée à la communication. Mais pour arriver à cela, les deux pairs doivent échanger les informations liées à l'établissement de la communication, qui sont deux informations obligatoires pour toute communication via WebRTC. La première information qui doit être échangée avec les deux pairs, c'est l'offre et réponse SDP. SDP pour Session Description Protocol, qui décrit les informations de session. La deuxième information que doivent échanger aussi les pairs, c'est les candidats ICE, qui permet de décrire la manière dont les pairs peuvent être accessibles via le réseau. Maintenant, on va présenter l'application et essayer de lancer une communication avec mon binôme qui est déjà connecté. Alors, pour commencer, voilà l'interface de connexion de notre application. Si les utilisateurs possèdent déjà un compte, ils vont directement introduire les informations et se connecter. Si ce n'est pas le cas, ils doivent inscrire. Et dans notre cas, on va commencer dès le début. On va essayer de s'inscrire. Alors, voilà. On va introduire notre username, Ozan, et une adresse email ozan@gmail.com et le mot de passe c'est 040, c'est bon. On remarque qu'un message s'affiche qui nous informe que notre compte a été créé avec succès. Alors maintenant on va se connecter, on va essayer de taper l'adresse que nous avons déjà insérée lors de l'inscription. Le mot de passe c'est 340. On va essayer de se connecter. Alors, comme nous pouvons constater, l'application a été on est dans la page principale. Cette page principale, on remarque que dès qu'on rentre, notre caméra se lance et on voit le flux local. Alors, il y a aussi certaines fonctionnalités qui sont insérées avec notre application. Parmi ça, il y a les informations de profil. Alors ici, si les utilisateurs veulent supprimer leur compte, ils vont cliquer sur le bouton supprimer. S'ils veulent modifier qu'un certain champ, par exemple mot de passe email ou password, ils tapent le nouveau champ. Par exemple, dans mon cas, on va essayer de taper Ozan avec 2 Z. Ozan. On va essayer de voir le résultat modifié.
votre modification a été enregistrée. On va essayer de se reconnecter. Voilà, connexion. On remarque que tout se passera bien et on remarque aussi que le flux est toujours se lance dès qu'on rentre à la page principale. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors on remarque ici qu'il y a au milieu un bouton, il y a au milieu un box qui nous informe username to call, c'est-à-dire ici on va taper le nom d'utilisateur qu'on veut appeler. Dans ce cas-là, il y a deux scénarios. Si on veut qu'on soit prêt pour la réception d'un appel, on clique ici, on clique sur le bouton ici et c'est ce qui veut dire que les utilisateurs peuvent nous appeler maintenant. Mais si on veut appeler quelqu'un, dans ce cas-là, on va taper le username qu'on veut appeler et on clique sur le bouton appeler. Alors, on va essayer de tester les deux cas. Alors, maintenant, on va essayer de taper, je vais essayer d'appeler mon binôme qui est déjà connecté et qui est déjà prêt à recevoir les appels et avec le nom d'utilisateur Saleh. Alors, Saleh, on va lancer maintenant l'appel et on va voir ce qui se passe. Voilà, on remarque qu'il y a juste un petit peu retard pour le lancement de flux. Ça, c'est parmi les choses. Ça, on peut la considérer comme une latence pour la négociation pour l'établissement de la communication. Lorsque les informations de session ont été bel et bien transmises, dans ce cas-là, la communication peut se lancer. Alors, et c'est ça ce qu'on constate. Attends, Riyad. Il y a un bruit de son, donc il faut couper le son. Ok, je vais essayer de voir. Alors, la communication a été lancée avec succès. Est-ce que Salam, vous pouvez nous dire quelque chose? Je m'excuse pour cette interruption. J'ai coupé le son parce qu'il y avait du bruit. Alors, comme j'ai déjà dit, alors on remarque qu'après 2-3 secondes, la communication s'établit et on reçoit le flux de l'autre. La même chose de l'autre côté du père. Et il reçoit le flux et je peux voir mon binôme est-ce que vous pouvez nous décrire de votre côté ce qui se passe. Et je vais vous laisser partager et prendre la parole. D'accord, merci Riyad. Donc, je vais partager. Voilà, de mon côté. On a deux boutons, bouton pour full screen et bouton pour couper l'appel. Merci Salem. Alors, on va essayer maintenant le deuxième scénario. On va terminer l'appel. On va actualiser. On va essayer d'attendre un appel. Alors, je vais cliquer sur le bouton qui me permet de recevoir les appels et je vais attendre l'appel de mon binôme. D'accord. Donc, posons. Voilà. La communication a été bel et bien lancée. C'est-à-dire la communication, ça marche dans les deux scénarios. C'est-à-dire on reçoit l'appel et on peut lancer un appel. Est-ce que Céline, vous pouvez nous dire de votre côté, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Merci.
Alors, puisque la communication a été bel et bien établie, alors maintenant, on va essayer de voir quelques champs concernant les informations échangées lors de l'établissement. De ce fait-là, on va essayer d'inspecter notre page. On va aller vers le console de notre navigateur. Voilà. On va essayer maintenant de voir l'offre SDP. On va essayer maintenant de voir mon offre SDP. Console.log. pairconnection.localDescription.sdp. Cette commande, elle permet de voir la description locale de notre session. Voilà, on clique sur le bouton et voilà le champ SDP. Voilà la réponse SDP, ou bien d'une autre manière, c'est la description locale de mon offre, c'est-à-dire il représente la réponse pour mon binôme. Et moi, ça représente la description locale de ma session. Alors, on va essayer de voir quelques gens. On remarque ici que la version, c'est la version 0. Il y a aussi, on remarque normalement, puisque nous avons lancé deux flux, le flux audio et le flux audio et le flux vidéo, alors normalement, il y a deux champs M pour médias. Alors, on a le M audio. On va essayer de voir s'il y a un M pour la vidéo. Voilà, M pour la vidéo. Ce qui veut dire qu'on est en train d'envoyer le flux vidéo et le flux audio qui est décrit dans notre session SDP. Voilà, on remarque aussi qu'il y a send receive, ce qui nous permet d'envoyer le flux et recevoir le flux en même temps. Maintenant, on va essayer de parler un peu concernant, puisqu'il y a les informations, le SDP permet de décrire la session, par exemple les codecs, par exemple le type de flux envoyé, et ainsi, il y a des champs qui sont insérés dedans, ce qui représente les candidats. Ça, c'est la partie très, très importante avec les informations, lors de l'établissement de la communication aussi. Alors, on remarque ici qu'il y a certains champs candidates. Alors, pour les candidats ICE, ce qui se passe dans un appel WebRTC lorsqu'on veut joindre quelqu'un à l'extérieur. Le mécanisme ICE qui permet de rassembler les candidats ICE. Les candidats ICE, c'est les informations de l'état de réseau, c'est-à-dire les informations pour que les utilisateurs peuvent nous joindre. Voilà. Alors ici, il y a trois mécanismes. Il y a trois mécanismes. Le WebRTC essaie d'établir une communication directe avec l'autre paire, sans passer par un serveur intermédiaire. Alors, de ce fait-là, pour cela, elle récupère les adresses IP pour l'envoyer à l'autre à partir du carte réseau. Alors, à partir de l'interface de carte réseau. Voilà, c'est-à-dire dans notre cas, les candidats vont avoir le type host. Le type host, c'est-à-dire c'est le type host. On remarque bien, voilà, ces adresses-là, voilà, cette adresse, ça représente l'adresse IP que je possède dans mon réseau local. Et ce numéro-là représente le port. Si la communication peut s'établir directement via mon adresse IP privée, alors les utilisateurs peuvent me joindre via le port suivant. On remarque aussi qu'il y a d'autres types hosts, par exemple 172.25.241. Alors, si on veut vraiment voir lorsqu'on exécute l'input de commande et on exécute les configs, on peut voir cette adresse, ça représente quoi? Voilà, cette adresse représente le virtuel Ethernet, ça représente la carte virtuelle, ça représente l'adresse IP de notre carte virtuelle. Par exemple, 169, alors 169.254, 25.35. Voilà, cette adresse, ça représente quoi? C'est l'adresse qu'il possède, c'est l'adresse IP de mon VirtualBox.
Il y a aussi, voilà, on remarque qu'il y a plusieurs champs host. Alors, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est-à-dire si cette méthode échoue, dans ce cas-là, le mécanisme ECU va essayer d'utiliser, va essayer la seconde méthode consiste à obtenir notre adresse qu'on possède à l'extérieur pour joindre l'extérieur. De ce fait-là, on contacte le serveur Stone. Le serveur Stone nous permet de recevoir, nous permet de fournir l'adresse IP publique qu'on possède pour joindre l'extérieur, ainsi le port. Dans ce cas-là, le type de candidat qui va être dans le champ candidat, c'est type surflex. Type surflex, c'est-à-dire cette adresse est obtenue avec ce type surflex nous permet de recevoir notre adresse IP publique pour joindre à l'extérieur. Alors, cette adresse IP publique, si on consulte My Address IP dans le navigateur Google, voilà, 254.121.160, qui représente l'adresse IP publique qu'on possède. Voilà, et c'est le cas. Si ce deuxième scénario échoue, dans ce cas-là, on va essayer de passer par le serveur turn. Dans ce cas-là, les types de candidats qu'on va avoir, c'est les types relais. On va essayer de voir est-ce qu'il y a le type relais. Surflex. Type relais, voilà. Voilà, ça c'est le type relais. Voilà, ce qui veut dire que si toutes les méthodes échouent pour joindre l'autre paire directement sans un serveur intermédiaire, parce que notre objectif, c'est d'essayer d'établir une communication directe sans passer par un serveur intermédiaire. Bien sûr, pour une raison qui est importante, c'est pour diminuer la latence. Alors, voilà l'adresse. Cette adresse, c'est l'adresse de notre serveur turn, c'est l'adresse de notre serveur turn. Voilà, c'est-à-dire si les deux méthodes échouent, alors on va envoyer le flux et recevoir on va envoyer le flux vers cette adresse qui lui-même, le serveur de signalisation, va transmettre le flux à l'autre paire. Et on remarque aussi que le protocole utilisé, c'est UDP, c'est le protocole qui encapsule notre flux. Voilà, c'était une explication générale de notre fonctionnement de fonctionnement de notre application vidéoconférence qui utilise le protocole WebRTC basé sur le serveur Turn, qui est utilisé comme une dernière solution si toutes les méthodes de joindre l'hôte directement directement sans passer par un serveur intermédiaire. Et merci.